Il est 9h10. Louis Dauphren, vous m'avez dit que ce matin, dans le débat du jour, vous nous direz où partir en vacances. Dans quel terroir partir en vacances, c'est bien ça ? Oui, on explorera une notion que Samuel Gibowski aime bien, terroir, les terroirs et les territoires. Territoire, ça fait un peu administratif. Terroir, c'est un petit peu plus charnel. On verra ce qu'il en est. J'ai une requête à vous faire, Louis. Trouvez-nous un terroir où il fait frais. Ah bah voilà, oui. le Finistère, Déjà le ce studio. Pas-de-Calais. Déjà ce studio, on a de la chance, j'ai mis la clim à fond, mais là je vais devoir aller affronter la canicule avant de vous retrouver demain matin à 6h30 pour une nouvelle matinale chaleureuse. Avec plaisir. Et si vous venez avec des bières et autre chose, je ne veux pas faire la promotion de l'alcool, mais ça sera un terroir sympathique. Peut-être qu'on peut prendre de l'œil frais ou un petit café frais demain matin, parce qu'à 6h30 on va pas commencer la bière, ou alors sans alcool. Allez, demain matin et très bon débat. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Bah oui, il fait chaud, ça c'est sûr, et on en parle, et c'est normal, puisque c'est un peu du jamais vu en France, semble-t-il. Et donc, on va essayer de voir quelle solution on peut trouver à cette situation. On parlera également donc terroir et territoire, ainsi qu'on l'a dit, ou partir en vacances. On essaiera de s'évader un petit peu en ce début du mois de juillet. Et puis on reviendra à des préoccupations extrêmement, alors terre à terre au sens strict du terme, avec la loi Duplon qui concerne les agriculteurs. La loi Duplon qui est étudiée en ce moment, proposition de loi de sénateurs. On verra ce qu'il en est pour cette loi. Est-ce qu'elle est nécessaire pour les agriculteurs? Est-ce qu'elle est nuisible pour l'environnement? Et puis vous savez que la cigarette va être interdite sur les plages. Qu'est-ce que cela dit? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien? Pas bien? Et puis ce qu'ils en pensent de manière générale. Et pour en parler, Samuel Gibowski, cofondateur du mouvement Coexister, qui dirige CityCoop, coopérative de tiers-lieux écologiques et solidaires. Bonjour Samuel. Bonjour. Et avec nous également, Édouard Roblot, ingénieur expert en politique publique. On va commencer donc par ces... Bonjour Édouard. Bonjour Louis. Oui, je vous dis bonjour quand même, c'est la moindre des choses. On va commencer par cette vague de chaleur du jamais vu en France, ainsi qu'on a pu l'entendre et ainsi que les autorités l'ont même reconnu, avec un nombre de départements placés en vigilance orange tout à fait impressionnant, puisque 84 départements sur les 95 que compte le pays, hors outre-mer, sont placés en vigilance orange avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés. Ça va être encore plus sévère demain et surtout mercredi. Donc on est engagé apparemment sur une tendance longue. Jeudi, ça devrait redevenir un petit peu plus frais. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si par rapport à cette situation inédite, on est préparé avec de nouvelles dispositions. Les comportements sont préparés, les politiques publiques sont préparées. En Italie, par exemple, 21 villes étaient en alerte maximale avec des ambulances placées même à proximité des villes qui stationnaient pour parer donc au plus pressé dans les sites touristiques. Les visites au Colisée, par exemple, ont été annulées à Rome, etc. Il y a un certain nombre de choses qui peut-être mettent entre parenthèses certaines activités cet été. Samuel Gibowski, est-ce que justement on est obligé de s'adapter ? Oui, là, de toute façon, à court terme, on est obligé de s'adapter. Par contre, il faut que nous ayons tous et toutes en tête que la trajectoire que nous prenons actuellement n'est pas une trajectoire stable. Elle est encore en train de s'aggraver. On est encore dans une trajectoire d'aggravation. Donc, il va faire encore plus chaud. Donc, il y aura encore plus de victimes, encore moins d'eau et toutes les conséquences en chaîne qui apparaissent. Donc, si on veut au moins stabiliser la situation et si possible l'améliorer à l'horizon du siècle désormais, il faut complètement changer de trajectoire du modèle économique. Et ça fait longtemps que les militants écologistes le disent. Édouard Roblot, sur cette première appréciation. Et je rejoins, le réchauffement climatique est déjà une réalité en France. Ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, c'est qu'on a déjà réchauffé l'atmosphère de 1,5 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Donc l'homme a déjà réchauffé l'atmosphère d'1,5 degré. Ça a l'air de rien, 1,5 degré, mais ça donne très concrètement des vagues de chaleur qui sont plus nombreuses et qui ont lieu beaucoup plus tôt. C'est la première fois qu'une telle vague de chaleur frappe la France avant le solstice d'été, parce que je vous rappelle que la fête de la musique était déjà par 38 degrés. C'est en plus, la France est un pays qui est particulièrement touché par le réchauffement climatique. Un trajectoire à 2 degrés dans le monde, ça fait 4 degrés en France. Pourquoi ? Parce qu'on avait la chance d'être dans un super climat tempéré. Et on va être du coup les premiers. On était sur un point d'équilibre. On n'était ni trop chaud, ni trop froid. On est en train de rompre cet équilibre et on va être parmi les plus impactés par ce réchauffement climatique. Donc ça va devenir de plus en plus chaud. Cette rupture va se faire au profit, ou plutôt dans le sens de la chaleur, pas dans le sens du froid. Et malheureusement, alors c'est compliqué d'avoir climat tempéré. C'est compliqué d'avoir des modèles qui sont très fins à une maille géographique. Il y a des endroits où il va y avoir plus de pluie en France. 1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est 7% d'humidité en plus
dans certaines des régions françaises. Donc si on réchauffe par exemple de 2 degrés, ça fait 15% de précipitations en plus, avec des orages, des épisodes cévenols, de la grêle, comme on a pu le voir la semaine dernière, et comme on le voit déjà de plus en plus en réalité. Si vous sortez de Paris, on le voit très bien. C'est plutôt du plus chaud, quand même, de manière générale, plutôt de la restriction d'eau. Et pour répondre à votre question, non, on n'est pas du tout préparé en France. Je vais prendre un exemple très concret. L'habitat n'est pas prêt. On a un habitat qui n'est pas prêt aux vagues de chaleur. Les bouilloires thermiques, comme on dit. Exactement. Par exemple, il y a l'exemple de Paris qui a défrayé un peu la chronique récemment avec les tours en zinc, où effectivement, il peut faire 40-45 degrés dans un dernier étage à Paris. Mais la réalité que vivent les Français, c'est plutôt du logement pavillonnaire qui n'est pas plus préparé. Soit dit en passant, parce qu'il est mal isolé, il est mal chauffé. Donc vous avez double peine, vous avez une grosse facture pour le chauffer en hiver, et néanmoins vous avez trop chaud en été. Voilà, impréparation. Jusqu'où va cette impréparation, Samuel Gebesky ? Pour nos auditrices et auditeurs, ça me paraît important de rappeler que le 1,5 degré qu'on a déjà dépassé, effectivement, est une moyenne. Donc c'est pas, on va passer d'un soir d'été où il faisait 25 degrés, un soir il fera 26. C'est pas ça l'opération qui s'opère. C'est que la moyenne augmente d'1,5 degré. Pour comprendre ce que ça veut dire, c'est comme sur le corps humain. Ça veut dire vous augmentez votre moyenne de 1,5 degré. Vous passez de 37 à 38,5. Et si vous montez à 4, ça vous emmène à 41. Donc vous êtes au bord de la mort, en fait. Personne ne peut survivre à cette température. C'est le même effet, grosso modo, pour la Terre. C'est-à-dire que ce genre d'augmentation en degrés de moyenne, ça veut dire qu'il y a une série d'effets en chaîne qui sont comme pour le corps humain, le vomissement, la perte de conscience, la déshydratation. Et donc ce niveau de degré, il n'est pas du tout supportable aujourd'hui. Il y a un moyen majoritaire, principal, le plus efficace d'y parvenir pour engranger pour modifier en fait cette trajectoire funeste, c'est de modifier notre modèle économique en acceptant des projets qui sont moins rentables à court terme et qui donc sont moins profitables à celles et ceux qui détiennent la valeur économique aujourd'hui, en l'occurrence le capital, mais qui seront plus rentables à long terme parce qu'elles permettront de sauver des vies et d'organiser une société plus apaisée, plus sereine. On va le voir notamment avec la loi du plomb, c'est la même question. Est-ce que on défend aujourd'hui le profit de quelques-uns demain, surtout en plus sur des valeurs économiques, comptables qui ne prennent pas en compte le climat, ou est-ce que on prend en compte le long terme, et notamment, un des outils, ce serait peut-être d'intégrer dans la comptabilité des entreprises l'effet que la consommation de carbone a sur cette activité économique à moyen terme. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on paye le choix en fait, d'activités économiques qui ne sont pas les nôtres. On paye le choix des 30 Glorieuses, du grand développement économique de l'après-guerre, dans lequel, à aucun moment, on s'est dit on va limiter la recherche de profit. On commence à peine à se poser la question, mais je le redis, nous n'avons pas encore enrayé la machine. Nous sommes encore en train d'augmenter en degrés. On pourrait déjà, se stabiliser et, si possible, faire marche arrière. Alors, ce n'était pas du tout le thème que Louis avait prévu, mais il y a 2 points sur lesquels je suis en désaccord. Donc, je rebondis. Le premier, c'est de dire qu'on paye des choix qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, un Français a une empreinte carbone de l'ordre de 10 tonnes de CO2. Pour arrêter de réchauffer l'atmosphère, pour avoir quelque chose de soutenable, c'est-à-dire, heureusement, la Terre absorbe un peu de carbone. On n'est pas, sinon on serait vraiment mal. Mais il faut passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Et c'est nos vies d'aujourd'hui. Et le premier facteur qui fait ces 10 tonnes, c'est la voiture individuelle. Donc, ce n'est pas des choix qui ne sont pas les nôtres. La voiture, donc là, elle a bondi dans les 20 dernières années. Le logement pavillonnaire a bondi, qui induit la demande de voitures, a bondi dans les 30 dernières années. On ne peut pas dire que c'est des choix qui ne sont pas les nôtres. Ce sont les nôtres. Ils n'ont pas été assez explicités. Ils n'ont pas été assez mis en lumière. On n'a pas mis en lumière la prison écologique qui était nos modes de vie et ses conséquences funestes sur le portefeuille. Parce que concrètement, c'est un carnage sur le portefeuille aussi. Mais ce sont nos choix. Ça, c'est le premier point où je suis en désaccord. Le deuxième est de dire il faut changer de modèle économique. Moi, je ne crois pas à la révolution et au grand soir. Je pense qu'on l'a essayé sous différentes formes dans le XXe siècle et je pense que ça n'a jamais marché de promettre le grand soir. En revanche, je pense qu'il faut descendre d'un niveau. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est faisable, comment on peut aller vers une trajectoire qui ne pollue pas. C'est là où on se rejoint, c'est que, en gros, en 2050, si on veut que... J'aime beaucoup l'image de la fièvre. Si on veut juste redescendre à 38,5, il faut qu'en 2050, on soit à 0 émission de CO2 net. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à 2 tonnes de CO2 par habitant. Il faut diviser par 5 notre empreinte carbone. Pour y arriver, il y a plein de théories. Mais si on redescend d'un niveau, le seul truc aujourd'hui qui réchauffe l'atmosphère à l'ordre 1, c'est les énergies fossiles. C'est 80% de notre réchauffement, c'est la combustion des énergies fossiles, pour être précis. Donc c'est la combustion du pétrole dans nos voitures et du gaz pour chauffer nos maisons. Donc il n'y a que 2 éléments, si je caricature, à régler pour rendre la planète vivable et juste pour survivre. On parle de choses un peu pas très théoriques.
Donc moi, je pense qu'on peut se dire c'est le grand soir, il faut changer de modèle économique, il faut changer de modèle d'investissement. Et je suis assez d'accord, il y a plein de sujets importants. Mais à l'ordre 1, il faut arrêter de brûler du pétrole pour se déplacer, arrêter de brûler du gaz pour se chauffer. Et ça, c'est faisable? Heureusement. C'est facile à faire? Alors, non, oui, c'est faisable. En tout cas, moi, je ne vais pas contredire ce qui a été dit sur le fait que nos choix individuels pèsent encore, mais il y a des infrastructures quand même dont on hérite, puisque sur les 10 tonnes de carbone, il y a certains chiffres qui évoquent 12 tonnes de carbone émis par Français chaque année. Il y en a 5 qui ne le sont que du fait que vous vivez en France. Alors, vous ne faites rien, vous vous mettez dans une cabane dans le Vercors. Le fait de payer vos impôts à l'État et de vivre dans une société comme la France avec ses infrastructures, son énergie, son réseau routier, vous émettez de toute façon statistiquement 5 tonnes de carbone en n'ayant rien fait. Oui, ça, c'est l'organisation sociétale. Oui, mais il faut l'expliquer quand même aux gens. Si jamais je ne fais rien, si je ne consomme pas, comment est-ce que je peux émettre du carbone? Vous participez à une société qui a une structuration avec des infrastructures. De cotiser, en fait. Alors, la cotisation, mais le fait simplement pour habiter dans votre cabane, vous recevez quand même une alimentation qui vous est livrée, elle est produite quelque part, et donc elle participe d'un grand maillage de production qui est le modèle français. Le modèle français aujourd'hui, si vous ne faites rien, vous émettez rien que par votre existence. Donc en fait, un enfant, à la naissance, vous lui faites faire l'atelier de tonnes, vous découvrez qu'alors qu'il n'a rien fait, il émet déjà 5 tonnes. Effectivement, entre 5 et 10, il y a notre part de responsabilité, notamment la voiture, le logement, etc. Donc c'est pour rappeler quand même qu'au niveau infrastructurel, il y a un point important. Ensuite, sur le modèle économique, moi, je n'ai pas parlé de grand soir, j'ai parlé de grandes décisions. Quand on a un modèle économique qui est basé pendant 2 siècles et demi sur la main-d'œuvre gratuite, ça s'appelle l'esclavage. On décide un jour de dire on arrête la main-d'œuvre gratuite. Ce modèle économique, il est insoutenable. Vous avez 2 siècles et demi de production économique avec une main-d'œuvre gratuite. Et on va dire aux gens, maintenant c'est fini, la main-d'œuvre, vous la payez. C'est une question de dignité. Vous bouleversez complètement le modèle économique et vous abolissez l'esclavage en 1848. C'est la même chose qui doit se passer aujourd'hui. C'est pas de dire on doit faire le grand soir ou une révolution. On doit dire il y a une règle du modèle économique aujourd'hui qui doit être modifiée, qui aura des conséquences retentissantes, mais qui doit être modifiée. La rémunération du capital. Parce que c'est celle-ci aujourd'hui, très simplement, qui entraîne le fait que tant que vous pouvez décider de capter la production par son sommet et augmenter le rendement dans cette efficacité-là, on le verra avec la loi du plomb, vous n'avez aucune limite, parce que la rémunération du capital n'a pas de limite aujourd'hui. Si vous lui donnez une limite, vous dites, je peux faire x2 en plus-value, je peux être rémunéré 200% sur un effort, vous donnez un cadre dans lequel il sera plus possible de produire davantage. Parce que les agriculteurs aujourd'hui se font berner, pour la grande majorité d'entre eux, sur le fait qu'ils pensent que c'est leur vie qui est en jeu, alors qu'en fait, c'est pas leur vie qui est en jeu, c'est les profits de leurs actionnaires qui ont besoin de produire davantage pour continuer à s'enrichir. Si ça, vous le plafonnez, vous changez le modèle économique. Édouard Reblot, sur ce point? Alors sur lequel? Parce qu'il y avait beaucoup de points qui sortent. Moi, je pense, juste, je reviens là sur un sujet. Là, c'est une vraie différence. Moi, je suis quelqu'un de profondément libéral et je suis convaincu que il n'y a que la liberté des gens et leur autonomie qui vont nous permettre de relever ce défi climatique, qui est quand même le seul vrai défi, le reste étant relégué hyper au second plan dans mon esprit. Je pense par exemple que si les Français font des choix individuels de renoncement aux énergies fossiles, l'État s'ajustera. Parce qu'on parle, mon contradicteur parle beaucoup d'infrastructures. Si les Français renoncent aux véhicules thermiques, je suis à peu près prêt à parier qu'il y aura plus de stations-service ensuite. Et ça, moi je pense qu'il faut vraiment dire, c'est pas un modèle c'est pas l'État ou les grandes entreprises qui sont responsables du réchauffement climatique, ce sont nos choix qui sont responsables du réchauffement climatique. Et les choix sont orientés. Juste, Édouard, répondez s'il vous plaît à Samuel sur la question de la rémunération du capital. Est-ce qu'il faut le plafonner si on a une machine en fait qui tourne sur l'infini de la rémunération des actionnaires? Ça veut dire que cette logique inflationniste aggrave la situation climatique. Ça, c'est la symétrie que fait Samuel Gibowski. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Moi, ce que je sais, c'est que ce qui aggrave la situation climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est les 80% qui sont faits à 80% de CO2, en gros, et à 20% d'ozone et de méthane, si on se le fait assez vite. Jusque-là, c'est bon. Oui, je vois qu'on connaît tous les deux notre sujet. Ces 80% de CO2 viennent exclusivement à 99% et 97% de la combustion des énergies fossiles. Donc si on se résume le sujet, à 80%, notre problème vient de la combustion des énergies fossiles. J'ai jamais entendu un État se dire « chouette, je vais brûler des énergies fossiles ». Ce sont des individus qui brûlent les énergies fossiles, ce sont des entreprises qui servent les besoins des individus, qui servent les besoins des consommateurs. Mais les individus, ils prennent l'énergie qu'ils ont à leur disposition. S'ils avaient une énergie non fossile, ils prennent une énergie non fossile. Je pense qu'il y a un besoin d'expliciter déjà ce sujet. Et aujourd'hui, moi, je pense que la bascule va se faire. Et je pense qu'elle va se faire par les individus. Mais vous ne répondez pas, Édouard, sur la question du capital. Sur la question du capital, je pense que c'est un débat théorique qui n'est pas le bon. Je pense que vouloir limiter le capital, c'est comme vouloir libérer le prolétariat.
c'est intéressant, mais c'est comme jeter de la peinture sur les tableaux, ça ne va pas faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique. Je rappellerai juste que quand on a dû imposer la ceinture de sécurité en voiture, les conducteurs et conductrices étaient toujours réfractaires. Ils se sont battus jusqu'au bout pour ne pas la porter. Les chiffres des morts sur la route n'ont fait qu'augmenter et il y a une décision qui a été prise qui, pour moi, n'est pas illibérale, mais une décision de responsabilité. Ça n'est pas porter atteinte aux libertés que de dire aux gens, pour sauver votre vie, nous avons conscience, avec les statistiques et notre responsabilité de décideur public, que vous allez porter cette ceinture. Et à force de matraquage, de contrôle, de radar, de présence policière sur le territoire, la ceinture de sécurité s'est imposée. Elle a divisé par 20 les morts sur la route. C'est une vraie réalité. On est passé de 6 000 à 300. Et ça, c'est la réalité de la ceinture de sécurité. Alors que les 3 000. À 3 000, pardon. De 60 000 à 3 000. J'ai oublié un zéro de chaque côté. Non, il y a 15 000. Il y a 15 000 dans les années 70. Non. Quand vous sortez de la guerre, vous avez 60 000 morts par an. Et donc, la ceinture de sécurité, parce qu'à l'époque, on roulait à 200 Paris-Marseille sur une autoroute sans péage. Mais c'est quand même ce qui s'est produit. Donc, quand on dit c'est pour votre bien, parfois, il faut que la règle s'applique à tous et qu'elle soit généralisée. Alors que la ceinture de sécurité, alors on pourrait prendre les coups indirects des pompiers et de la police, elle ne sauve personne à part vous-même. Donc en fait, nous ne disons que nous sommes là pour défendre la vie, et en l'occurrence, là, la vie, elle dépend de la règle qu'on se donne. Aujourd'hui, nous n'avons pas les règles suffisantes qui permettent de dire aux gens, on va changer. L'immense majorité des Français qui vivent dans des zones périurbaines, on va dire, parce qu'il y a rural, urbain, et puis ceux qui sont au milieu, c'est l'immense majorité des Français, ne peuvent pas aujourd'hui se passer de la voiture thermique. Il n'y a pas de solution qui leur est proposée. Et pourtant, là où je ne vous suis pas du tout, c'est que des investisseurs comme Amundi, qui est l'assurance de Crédit Agricole, décident encore d'investir dans l'énergie fossile. Donc si elle investit aujourd'hui dans l'énergie fossile, c'est qu'elle se dit, économiquement, je vais baser 30 ans de mon modèle sur l'énergie fossile. Or, si elle se dit, les individus vont changer, ou peuvent changer parce que je vais les inviter à changer, elle arrête d'investir dans l'énergie fossile. Est-ce qu'il faut de la contrainte, Édouard Roblot ? Moi, je pense que le rôle du politique, c'est de montrer le chemin. Et c'est de montrer, dans une démocratie en tout cas, c'est de montrer le chemin, d'organiser la violence. En gros, on revient à la base. Et la différence, c'est que moi, je pense qu'il y a des alternatives aux énergies fossiles. Je pense, et même je rebondis sur l'habitat périurbain, je pense qu'il y a des alternatives aux pavillons. Mais il y a par exemple, mais il faut que ce soit là où on a une différence majeure, c'est qu'il faut que ce soit des alternatives ancrées dans la réalité, ancrées dans le modèle actuel. Si on promet une rupture avec le modèle actuel, ce sera jamais adopté. Si on dit voilà la trajectoire, voilà où on veut aller collectivement et voilà comment on va y aller, on maximise nos chances. Ça dépend ce qu'on appelle la rupture. L'alternative la plus claire, c'est quoi ? La voiture électrique ? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple autre, c'est le qui est peut-être plus parlant, c'est le pavillon. Le pavillon, c'est une maison individuelle isolée de ses voisins. Si on se dit qu'on va tous aller dans des appartements, ça n'aura jamais lieu. Ce serait le meilleur sur le plan écologique, parce qu'on a moins. Enfin bref, pour plein de raisons, ce serait beaucoup mieux sur le plan écologique. Ce serait le mieux sur le plan écologique. Mais ça, j'y crois pas une seconde, parce que je pense qu'il y a une énorme aspiration à la maison individuelle qui s'exprime depuis 150 ans en France, et qui s'est vraiment de manière constante. Vous pouvez prendre les chalandonnettes, par exemple, qui ont été lancées dans les années 60-70 par Albin Chalandon. C'est à peu près tout ce qu'on a retenu de ce ministre. Mais on peut penser aussi la maison différemment. Et je pense que, par exemple, il suffirait de recoller les maisons, de les rendre mitoyennes entre elles, pour qu'il y ait cette aspiration à la maison individuelle et un jardin. Et pour moi, ça, c'est l'exemple de ce qu'on doit faire. Et ce qu'on ne doit pas faire, c'est de dire vous allez tous en habitat collectif. On va revenir sur ce point, Samuel Djebowski, vous allez répondre tout à l'heure, dans un instant, à Édouard Roblot sur cette question que nous abordons en lien avec la vague de chaleur. À tout de suite. Samuel Djebowski, Édouard Roblot. Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand. Chaque matin, dans Je pense donc j'agis, je vous invite à la réflexion et à l'action. 1 heure pour réfléchir, creuser une question et prendre du recul sur l'actualité, puis 1 heure pour agir avec des témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs. Je pense donc j'agis du lundi au vendredi de 10h à midi sur RCF et Radio Notre-Dame. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, nos émissions vont reprendre.
À 9h30, les infos. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. 84 départements sont placés en vigilance orange canicule. Écoles, entreprises et particuliers sont appelés à la plus grande vigilance. Les températures grimperont jusqu'à plus de 34 degrés sur toute la France, sauf les bords de la Manche et près des frontières belges et allemandes, selon Météo France. La réforme de l'audiovisuel public est débattue à partir d'aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Elle prévoit de créer une holding France Média qui chapeautera France Télévisions, Radio France et l'INA sous l'autorité d'un président-directeur général. La ministre de la Culture, Rachida Dati, qui soutient ce texte, devra affronter une véritable guérilla parlementaire. 935 amendements ont été déposés. 9 passeurs présumés kurdes et afghans sont jugés aujourd'hui. Ils sont accusés d'être responsables d'un naufrage dans la Manche qui a fait au moins 8 morts en décembre 2022. Le parquet a requis jusqu'à 8 ans de prison pour l'organisation de cette tragique traversée vers l'Angleterre. À Belgrade, des milliers de manifestants anti-gouvernementaux ont bloqué cette nuit plusieurs avenues dans la capitale serbe, suite d'un rassemblement géant pour réclamer des élections anticipées. Samedi, environ 140 000 personnes ont défilé dans le centre-ville. Le président serbe a affirmé qu'il ne céderait pas aux manifestants et a brandi la menace de nouvelles arrestations. Experts et dirigeants internationaux se retrouvent en Espagne pour une conférence sur le financement du développement, une initiative de l'ONU. Le financement solidaire international est mis à mal par les crises mondiales et les coupes budgétaires drastiques des États-Unis. Ces derniers ne participeront d'ailleurs pas à cette rencontre. Et enfin, le Dalai Lama fête ses 90 ans aujourd'hui. À cette occasion, il a laissé entendre qu'un successeur serait nommé après sa mort pour perpétuer son combat pour la liberté du Tibet. Une déclaration faite depuis son exil au nord de l'Inde. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La vague de chaleur nous invite à réfléchir aux moyens de nous en prémunir et surtout aux moyens d'évoluer si jamais ce type, évidemment, de température est appelé à se reproduire, à continuer, à perdurer, à s'aggraver. Donc c'est la question en fait de notre adaptation avec ce conflit entre la liberté et la norme qu'incarne ce débat entre Samuel Gibowski et Édouard Roblot. Édouard Roblot étant sur une position plus libérale, ingénieur expert en politique publique. Samuel Gibowski, qui dirige CityCoop, coopérative de tiers-lieux écologiques et solidaires, estimant que la contrainte et la norme doivent, à un moment ou un autre, l'emporter sur d'autres considérations, en particulier cette réflexion sur l'économie et les actionnaires et la rémunération du capital. Vous vouliez répondre, Samuel, sur la question de l'évolution du type pavillonnaire, puisque Édouard proposait à l'instant que la maison individuelle, qui est une aspiration de longue date des Français, il faut y tenir, il faut la garder, il faut la faire évoluer. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Moi, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai plus de ressources à gauche, il me reste des ressources dans l'évangile, donc j'alterne entre les deux, comme ça j'ai le package complet. En l'occurrence, pour moi, ce qui répond à ce besoin, c'est la vie communautaire. En fait, aujourd'hui, on a une société qui est complètement individualisée, où nos générations, notamment, sont scindées en 3. Tant qu'il y a des actionnaires d'EHPAD, ils vont inventer toutes les solutions possibles et imaginables pour nous convaincre qu'on doit mettre nos vieux dans des maisons pour les laisser mourir seuls. Ma conviction, c'est qu'on doit vivre ensemble, sur 3-4 générations, dans des grandes maisons, et si possible aussi entre amis, et réinventer la communauté autrement. Et ça se fait. La semaine dernière, j'étais dans un terroir, le Diois, où j'allais signer justement mon livre sur les terroirs, et j'ai découvert une nouvelle maison encore, communautaire, que j'ignorais dans la campagne. 4 familles qui vivent ensemble dans un grand mât de la Drôme. Et c'est, il faut de l'espace quand même. Bien sûr, mais en fait, c'est de l'espace qui est mis en commun. En fait, c'est de l'espace qui est mis en commun. C'est juste qu'en fait, plutôt que de le scinder et de se séparer chacun chez soi, d'inventer des barrières et donc des maisons qui sont isolées, elles décident dans des grandes maisons. Mais l'espace préexiste, c'est-à-dire l'espace est déjà là, la maison est déjà là. De toute façon, en France, on a largement aujourd'hui de quoi vivre avec 2 fois la population actuelle. Donc construire est une folie aussi. Donc il faut rénover ce qui existe, ça c'est une évidence. Et dans ces rénovations-là, vous avez un exemple de vie communautaire qui permet de faire des économies d'échelle parce que on partage le même réseau de chaleur, le même réseau de froid, le même réseau d'approvisionnement. Et c'est aussi une solution qui doit être promue, la solidarité. Et tant qu'on pensera aux droits individuels seulement et pas aux droits collectifs, on sera contraint de fait d'inventer des solutions où on considère que la norme est la consommation, alors qu'en fait la consommation n'est pas un besoin, c'est une envie, et il faut revenir à une économie du besoin. Mutualiser, c'est possible, Édouard Roblot ? Parce que c'est une forme de mutualisation, bien sûr. Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut rapprocher les Français. Voilà, il y a peut-être un vieux fond de gauche en moi qui est mal soigné, mais je ne sais pas si d'ailleurs c'est vraiment un débat encore de gauche et de droite. Là, on cherche juste des solutions pour essayer de trouver un modèle de survie collective. Je pense qu'il faut les rapprocher. En revanche, je pense qu'on ne peut pas nier le souhait d'une maison individuelle qui s'exprime de manière constante et massive depuis 150 ans.
En faisant des recherches sur le sujet il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un sondage, enfin une enquête d'opinion, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, de 1890, où le choix d'une maison individuelle était déjà majoritaire, alors qu'on parle de la France de Zola, hein, où on allait s'entasser dans des 2 pièces hâtivement construites pour desservir les usines et les mines. Donc je pense que cette donnée vraiment traverse les époques et les transcende. Encore une fois, le fait majeur d'Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement, c'est les chalandonnettes, des petits pavillons mal construits, hâtivement construits, et qu'on a complètement oublié à mon avis depuis. Donc j'ai peur que l'habitat collectif ne soit pas une réponse majoritaire. En revanche, je suis convaincu qu'il faut rapprocher les Français. Il faut trouver des moyens de concilier ce souhait à une individualité, parce que la politique ne peut pas aller contre les désirs des Français, même si parfois on les regrette, et néanmoins les rapprocher réellement pour remettre du service public dans les zones périurbaines qui sont une définition molle en réalité d'une France qui s'est désertifiée, qu'il faut remettre des lieux de vie en commun dans un monde où l'Église n'est plus un point de rassemblement. Et ça, je pense sans être sur une position religieuse, je pense qu'on ne mesure pas l'impact que ça a en France de manière massive. La déchristianisation. En tout cas, le fait de ne plus avoir ce point de rassemblement pour les Françaises et les Français. Les mécanismes de socialisation liés à l'Église. Donc voilà, donc je pense il y en avait plein d'autres qui ont tous été désagrégés aussi, hein, le syndicat, le parti politique, qui ont tous été laminés par les 20 dernières années d'individualisme. Bien sûr. Oui, mais les syndicats, les partis politiques n'ont jamais touché les campagnes massivement, sauf quelques syndicats chrétiens. Alors on pourrait débattre. Là où je pense que vraiment on a désagrégé, désertifié cette France périurbaine. On est passé d'une France rurale à une France urbaine, puis à une France périurbaine. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais sans jamais expliciter le fait que ça allait sans service public, avec une facture énergétique énorme, avec un stress de la fin de mois parce qu'on est assujetti en réalité aux énergies fossiles et à la voiture. Et c'est cette France-là aujourd'hui. C'est ça qu'on peut faire bouger. Je pense qu'il faut proposer des solutions sans néanmoins leur dire vous avez eu tort, en leur disant on comprend votre besoin, mais il va falloir qu'on trouve des solutions compatibles avec ce souhait. On va passer à la loi du plomb, si vous le voulez bien, parce que je vois le temps passer. On sait bien que ce sujet... Voilà, il y a une transition peut-être que toute trouvée. C'est bien sûr le rapport que l'on a à notre environnement et aussi le rapport qu'on a à l'économie, parce que les deux sont liés. Le sort du texte qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur est entre les mains de 7 députés et 7 sénateurs lors d'une commission mixte paritaire qui est prévue à 14h30 au Sénat. C'est un texte qui a un volet environnemental dont la principale disposition est la réintroduction, certes encadrée à titre dérogatoire, de l'acétamipride. C'est un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis 2018. Donc il y a une certaine inquiétude sur les effets chez l'humain, qui sont donc une source de préoccupation bien légitime, même si les risques restent incertains par manque d'études d'ampleur. Comment essayer de comprendre donc ce qui se passe en ce moment au Sénat, qui est à l'initiative de cette disposition et de cette réintroduction? Samuel Gibowski, Édouard Roblot. Samuel. Ah ouais, ça doit être la merde. C'est l'injonction contradictoire. En fait, on est sur un autre exemple encore d'une loi qui pense à court terme alors qu'il faudrait penser à long terme. Donc on a deux fausses croyances dans cette histoire. La première, c'est le désespoir, c'est-à-dire qu'une partie des agriculteurs considèrent que c'est une donne, que leurs propriétaires, les exploitants, ceux qui détiennent les grandes infrastructures, encore une fois, les machines, les moyens de production, ne négocieront jamais sur leurs revenus. Et donc, comme ils considèrent que ceci est une donne, ils investissent la variable qui est la capacité pour eux à produire, et donc à produire plus. Or, aujourd'hui, nous pouvons dire que ce n'est pas une donne que les propriétaires de grandes industries agricoles, parce que la plupart des agriculteurs sont salariés de ces grandes industries aujourd'hui et ne sont pas des paysans autonomes, peuvent être influencés par nos choix. En l'occurrence, le seul syndicat qui fédère des agriculteurs autonomes, c'est-à-dire qui vivent selon les principes du monde paysan avec des petites exploitations, la Confédération paysanne est contre cette loi et plus que contre. C'est-à-dire elle considère que c'est un enjeu existentiel pour elle de se battre jusqu'au bout contre ce texte parce qu'il réintègre des pesticides qui, selon toutes les agences de santé publiques et privées, sont des pesticides à haut risque pour le cancer, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, la sclérose en plaques, et que ces maladies vont exploser à 20-30 ans, en particulier chez celles et ceux qui produisent, mais aussi chez celles et ceux qui vivent à côté des productions. Donc c'est une bombe sanitaire qui à court terme va enrichir quelques-uns et qui aura que peu d'impact sur le pouvoir d'achat des agriculteurs parce que leur augmentation sera bien moindre que celles et ceux qui détiennent leurs exploitations et qui est un choix, encore une fois, du court terme pour le profit parce qu'on se masque le visage en refusant de voir ce qui vient au loin et on se dit, avant que le bateau coule et qu'on prenne l'iceberg, prenons tout ce qu'il y a à prendre, ouvrons toutes les bouteilles de champagne et buvons jusqu'à la lie. Or, ça n'est pas ce qu'on doit faire quand on a l'iceberg en face de nous. On doit organiser tous nos efforts pour détourner le bateau et arrêter d'ouvrir les coupes de champagne. Édouard Roblot.
J'ai un point de vue différent, d'autant que je l'ai vécu de l'intérieur, moi, cette interdiction des néonicotinoïdes. Et je pense qu'il faut revenir, là, il faut faire 30 secondes sur 10 ans d'histoire, d'histoire agricole. Je pense que c'est vraiment un symptôme français dont on a voulu faire mieux que bien. Et in fine, on a un recul. En 2013, la Commission européenne a décidé de suspendre 3 insecticides de la famille des néonicotinoïdes parce qu'ils tuaient les abeilles. En gros, si on se le fait, la raison principale, ils tuent les pollinisateurs qui sont juste vitaux. Vous n'avez plus de pollinisateurs, vous n'avez plus de végétation, enfin bref, tout s'effondre. Et elle ne les avait pas interdits pour les betteraves, parce qu'en l'occurrence, les betteraves sont récoltées avant les fleurs. Du coup, ça n'attire pas les abeilles, vu qu'il n'y a plus de betteraves quand il y a une fleur. La France, en 2015 ou 2016, a décidé d'interdire tous ces néonicotinoïdes, 5 familles au lieu de 3, mais bon, là, on rentre dans les détails, honnêtement. Mais surtout, elle a décidé, y compris, de l'interdire sur les betteraves. Enfin bref, sans rentrer dans la technique de l'enrobage versus l'aspersion, mais parce qu'en plus, il y a des débats affreusement techniques. De l'agriculture, aujourd'hui, c'est devenu une industrie très technique. Là, on se rejoint. Moi, j'étais en charge de l'agriculture chez Valérie Pécresse à ce moment-là. On a vu des usines sucrières d'Île-de-France fermées au profit d'usines qui réouvraient en Allemagne, qui, elles, autorisaient ces pesticides. Puisque la France était allée plus loin que la directive européenne, ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne, qui, elle, du coup, faisait vraiment une concurrence, mais assumée, en disant « vous fermez les usines en France, on va les réouvrir en Allemagne ». Et du coup, et en plus, je suis allé voir vraiment des exploitations agricoles avec ces betteraves qui jaunissaient, effectivement, le désespoir d'agriculteurs qui ne trouvaient pas de solution. Il y a eu du coup un compromis assez intéressant qui a été fait entre les agriculteurs et les pouvoirs publics et les associations environnementales d'ailleurs. On avait fait une dérogation à titre temporaire, mais en faisant attention, c'est-à-dire en faisant sans faire d'aspersion, en disant que si on mettait ces pesticides, il fallait pas mettre derrière des cultures type fleurs ou alimentaires qui pouvaient amener les abeilles, amener à se propager ces pesticides qui sont aussi potentiellement un danger pour l'homme, même s'il n'y a pas d'études étayées, on a quand même des bonnes suspicions. Ça c'est quand même pas vrai. Donc il y avait un compromis intéressant qui a volé en éclats là récemment. Et pourquoi ? Alors, sous l'effet de tout un tas de facteurs, mais on a voulu, si vous voulez... En fait, on n'a pas réintroduit cette dérogation, qui était une dérogation au droit. Donc, on a dit, le droit ne permet pas de réintroduire. Et là, on a une législation qui se fait dans l'urgence, sans solution, en réalité, et sans perspective. Et là où on se rejoint, c'est juste une dérogation pour ne pas fermer des usines et des exploitations agricoles en France, alors qu'on a déjà une profession dans un certain mal-être, et on a déjà une industrie qui s'effondre. Pourquoi la France va-t-elle plus loin que la directive européenne ? Parce qu'il y a une tradition un peu française de surtransposer les directives européennes, et là, ça a été le cas. Oui, tout à fait. Dans ce cas précis, on est initié pour que l'Europe les répète. Alors là, on l'a surtransposé, en l'occurrence. C'est pas une initiation. Mais c'est un cercle vertueux, c'est qu'on est leader. Il faut assumer aussi cette position. On est tant et si bien leader qu'on a fermé les usines en Île-de-France, dans le Loiret et dans l'Aisne, et que c'est l'Allemagne qui est désormais leader, qui a été en train de nous dépasser. C'est pas tout à fait le cas parce que du coup c'est revenu à la norme, mais on avait divisé de moitié la production de sucre l'année de l'interdiction de ces néonicotinoïdes. Donc le leadership théorique c'est bien, mais si c'est au prix de fermer des usines existantes, pourquoi pas si ça se fait si ça se fait dans un intérêt environnemental. Mais là le gain environnemental était nul puisqu'on a juste aspersé plus d'insecticides en Allemagne et réouvert les mêmes usines en Allemagne. Donc moi je pense que c'était une mauvaise idée. Par contre, il y a des grands absents de ce débat. C'est-à-dire que là, on se dit, OK, il ne faut pas tuer les abeilles. Encore une fois, je suis plutôt dans le camp... C'est pas que les abeilles, on va reparler. Je suis plutôt dans le camp où il ne faut pas tuer les abeilles. En revanche, on ne pose jamais le vrai sujet et on dit, les pesticides tuent la biodiversité, ce qui est vrai, hein, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais on ne pose jamais le débat de dire, il y a pas mal d'autres choses qui tuent la biodiversité dans le modèle agricole et dans notre modèle environnemental. Par exemple, on a rasé toutes les haies au moment du démembrement. On n'a plus d'habitat aujourd'hui pour les oiseaux. Quand vous allez dans la campagne, c'est très frappant. Il n'y a plus d'insectes, certes, c'est le fait des insecticides, mais il y a aussi plus d'habitat pour les animaux. Il y a sûrement un travail à faire sur les pesticides, mais prenons le débat d'une manière beaucoup plus globale. Où est-ce qu'on loge cette biodiversité ? Quelle place on laisse à la biodiversité ? On a fait des déserts pour les animaux désirables. Du coup, on se retrouve avec plus de nuisibles et on met des pesticides pour les traiter. Effectivement, là où on se rejoint, c'est qu'en l'état, mais en l'état de ce qui est à la disposition des agriculteurs, il faut l'écouter, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que ce néonicotinoïde. Or, je pense que le compromis qu'il y avait avant la loi du plomb était meilleur que ce que propose la loi du plomb, très sincèrement. En revanche, je pense que si on remonte d'un niveau, on peut trouver des solutions. Mais elles ne s'envisagent pas à l'échelle de la seule agriculture, pour le coup, et à l'échelle de l'organisation du territoire, et donc des pouvoirs publics.
Samuel Gébusky. Alors, 3 choses sur la santé, le capital et l'Europe. La santé d'abord. Aujourd'hui, c'est faux de dire que les études ne prouvent pas le danger pour l'homme. D'abord, on a au moins une corrélation. Si on fait la différence entre corrélation et causalité, plus vous mettez de néocotinoïdes, plus vous avez de Parkinson autour. Hasard, coïncidence, vous pouvez avoir la mauvaise foi que vous voulez. Voilà ce qu'on constate. Et la causalité aussi est établie par beaucoup d'agences de santé qui ont prouvé que ces néocotinoïdes sont un danger direct pour l'homme, parfois sur plusieurs générations, parce que ça affecte aussi nos gamètes, et en l'occurrence les spermatozoïdes, dans lesquels vous avez des enfants qui sont ensuite mal formés parce que leurs parents ont côtoyé ces néocotinoïdes. Et ça, vous laissez des traces de violence et de frustration et de désespoir sur des générations d'agriculteurs et de personnes qui vivent autour pour avoir permis, encore une fois, davantage de rendement. Ensuite, sur le capital, une chose toute simple à dire, vous allez dire que je radote, mais c'est quand même assez évident. La production alimentaire aujourd'hui en France, elle est largement suffisante et largement profitable. Pourquoi ? Pour nous nourrir, pour rémunérer les travailleurs et pour rémunérer ceux qui approvisionnent le travail des agriculteurs jusqu'à nos espaces de consommation des supermarchés. La seule espace économique qui est en difficulté et qui est restreint aujourd'hui dans le modèle agricole, c'est la rémunération du capital. Nous avons assez pour rémunérer les agriculteurs et assez pour nous nourrir. C'est cette brique de lait au juste prix qui réduit la marge. Vous connaissez cette brique de lait qui est partout dans Leclerc qui s'appelle Merci Patron. C'est qui le patron, pardon, dans lequel vous avez un modèle économique qui est transformé. Et cette entreprise est une des seules florissantes aujourd'hui de l'approvisionnement du lait parce que vous n'avez pas à rémunérer les dividendes sur le trajet. Donc je reviens encore à ce point. La Confédération paysanne aujourd'hui a un modèle florissant à condition justement de recréer des haies et des petites exploitations. Donc ça n'est pas mutuellement exclusif. Et donc il n'est pas vrai de dire qu'on doit suivre les Allemands. Dernière chose sur l'Europe. Là, on a surnormé, mais il y a d'autres domaines, et on doit être fiers de le faire, où nous sommes les premiers à prendre une décision. On a été les premiers dans l'histoire à imposer les congés payés, les premiers à donner un âge de départ à la retraite. Le monde ensuite et les démocraties nous ont suivis parce qu'elles ont compris que nous avions raison d'organiser la vie sociale de cette manière. Quand nous avons inventé l'AOC sur les terroirs, qui protège les produits, en particulier le vin et le fromage, avec un cahier des charges. Tous les Européens nous ont regardé avec des yeux ronds en disant « Mais comment vous allez produire du fromage avec autant de contraintes ? C'est un cauchemar, vous n'arriverez jamais à vendre votre comté. » Résultat, notre comté, tout le monde se l'arrache. Et il n'est produit que dans le comté, c'est-à-dire dans le Jura, avec des règles qui sont très spécifiques. Au bout de 10 ans, l'Europe a repris notre norme AOC en plus ambitieuse qui s'appelle l'AOP, aux versions européennes. Elle est reprise dans la bufala italienne, elle est reprise dans les champignons de République tchèque. Et cette méthode-là, aujourd'hui, elle s'est répliquée au reste de l'Europe. Donc, ce n'est pas à nous de passer à la course aux Allemands pour dire on va essayer de leur ressembler, alors que encore la semaine dernière, les Allemands annoncent qu'ils font péter la règle des 3% du déficit en disant on va créer un fonds de 500 milliards de dettes supplémentaires pour la défense et pour la transition écologique, alors que les Allemands ont toujours dit qu'ils dépasseraient jamais les 3% du déficit. Aujourd'hui, ils sont à 5% annoncés, parce qu'en fait, ils nous disent vous aviez raison, s'endetter, c'est bien. Et bien sur tous ces sujets, on doit continuer à assumer notre position, et c'est l'Europe qui va nous suivre et pas nous qui allons suivre l'Europe. Donc très concrètement, l'usine sucrière à Tourny, l'usine de betterave à Tourny, est-ce qu'on la ferme ou est-ce qu'on la laisse ouverte ? Parce que c'est ça le débat, c'est pas de la théorie pour savoir si on suit les Allemands ou pas. On la laisse ouverte avec un niveau de production moindre, dans lequel... Non, mais il n'y a pas d'intrant, il n'y a pas la matière première. Quand on interdit ce néonicotinoïdes, on divise par 2 la production de betterave, il n'y a pas de quoi alimenter l'usine. Non, donc si le débat existe pas. C'est faux, si on divise par 2 la production de betterave, vous avez très concrètement dans cette usine de quoi nourrir les gens qui travaillent et les gens qui approvisionnent. La seule personne qui perd sur le trajet, c'est la personne qui détient l'usine. Malheureusement, c'est ça la conversation qu'on doit avoir. Mais malheureusement, de quoi a besoin le propriétaire de l'usine aujourd'hui pour vivre ? Est-ce que son salaire de mandataire social le lui suffit ou est-ce qu'il veut davantage de rendement sur cette activité ? Si vous divisez par 2 la production de betterave, vous pouvez payer les travailleurs et payer les gens qui acheminent. La seule personne qui sera en difficulté, c'est le propriétaire. Et sur le plan de la réalité et sur le plan écologique. Parce que en plus, ces usines, elles sont plus près des lieux de production de betterave. On ne peut pas acheminer si facilement la matière première des champs lointains à des usines pour répartir la production. C'est pas ce que dit la Confédération paysanne et c'est pas ce que vivent les exploitations paysannes qui ont notamment fait des choix pour survivre de faire des exploitations plus petites avec des haies, je suis bien d'accord, mais avec une autre façon de penser le travail. Je suis bien d'accord qu'il y a d'autres choix, mais ils produisent pas de betterave. D'accord, mais non, mais si c'était qu'un problème de betterave, dans ce cas, on va trouver un problème aux betteraves. Mais non, mais c'est un cas concret, c'est une illustration concrète. Est-ce que jusqu'où pousse-t-on l'application en fait du modèle que vous préconisez, Samuel Gébusky, et jusqu'à quel point vous êtes capable de faire des concessions pratiques que soulève Édouard Roblot. Aujourd'hui, ce que dit la Confédération paysanne sur les betteraves, c'est que si vous changez la manière de produire, si vous avez des machines qui sont moins coûteuses, que vous dépensez moins d'énergie,
que vous achetez moins de pesticides, que vous avez aussi moins de travailleurs parce que vous faites moins mais mieux. Si vous vous adaptez à ce modèle de qualité, de résilience, de sobriété, vous vous mettez dans la zone sûre dont parle Laudato Si, qui est entre le plancher social et le plafond environnemental. Vous ne produisez pas trop pour atteindre la planète, assez pour nourrir les personnes. Si vous vous intégrez dans ce modèle économique, c'est ce que nous dit la Confédération paysanne, vous êtes capable durablement de produire de la betterave. Or, les infrastructures qui ont été construites sur la betterave, on revient aux infrastructures, ont été pensées avec des énormes machines qui répandent des néocotinoïdes, et ces machines, à entretenir, ça coûte de l'argent. Mais ça veut dire qu'on considère comme une donne qu'on garde ces machines et ces pesticides à acheter. Si vous abandonnez cette méthode et que vous revenez à l'agriculture paysanne, vous divisez les espaces de production par 20, parce que ma grand-mère paysanne dans la Meuse me rappelle en permanence que la ferme de son enfance, aujourd'hui, elle représente à peu près 1/200 d'une production moyenne de la Meuse et 1/20 d'une production moyenne de la France. Donc les tailles ont considérablement augmenté. Elle a vécu, elle, une paysannerie qui était prospère. C'était une autre époque, mais c'était aussi un autre modèle, notamment la polyculture. Mais c'était un autre modèle économique parce qu'elle donnait à manger aux gens. Est-ce qu'on peut ressusciter ce modèle-là, en fait? Mais bien sûr, qu'en filigrane, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on doit renoncer à nos envies, contrairement à Johnny Hallyday, et aller vers nos besoins. De plus en plus, de quoi a-t-on besoin pour vivre aujourd'hui? De manger, de boire des fruits, des légumes qui sont faits à proximité de chez nous, et ça posera la question des métropoles ensuite, et non pas d'aller chercher les mets les plus exceptionnels qui sont construits à l'autre bout du pays. Si on a ce modèle-là, encore une fois, qui est promu par la Confédération paysanne, c'est pas un modèle exsangue, c'est pas un modèle imaginaire, c'est un modèle réel. La seule victime de ce modèle aujourd'hui, allez, je veux dire, il y a deux victimes. La première victime, c'est nos envies. C'est celle que j'avais pas évoquée au début, mais il va falloir qu'on apprenne à y renoncer, comme remplacer le café par la chicorée. La deuxième victime, encore une fois, c'est le propriétaire de cette usine. Et c'est là où on a deux différences. Moi, je veux que l'écologie advienne. Et je pense que pour que l'écologie advienne, il ne faut pas la vendre. Enfin, il faut pas. Alors, c'est peut-être pas le terme la vendre, mais il ne faut pas la voir et l'envisager. Il ne faut pas la concevoir comme un renoncement. Sinon, je pense qu'elle n'adviendra pas et on continuera d'avoir des débats théoriques. Et la deuxième différence, c'est que je suis assez convaincu que le modèle agricole français actuel n'est pas soutenable. Il est issu d'une spécialisation du monde même, si on remonte d'un niveau entre le soja sud-américain, les céréales françaises. On est en déficit de protéines. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd et assez structurant qui a effectivement 70 ans. Donc, sur le temps long, je pense qu'effectivement, il faut le faire évoluer. Mais quand vous faites de la politique, quand vous voulez avoir un impact concret, très concrètement, la décision qui s'est prise en 2020, de mémoire, sans dire de bêtises, c'était pour la prochaine campagne de betterave. Est-ce qu'on autorise ou non ce néonicotinoïde? Et là, la machine, elle ne changera pas dans les 3 mois qui... C'était à 1 mois, je crois, de l'échéance qu'il y avait. La machine, elle ne changera pas. L'usine, elle ne changera pas. Si ce n'est qu'on peut la fermer. L'usine, on peut se licencier les ouvriers. On la socialise, on la transforme en coopérative. Ah voilà, mais donc on en revient. Et je suis ravi que vous sortiez du bois et qu'on en revienne au grand soir et à la révolution marxiste. Mais attendez, Duralex, c'est la révolution marxiste. Vous avez vu ce qui est passé à Duralex? On parle d'Orléans, on parle d'un terroir à 2 pas de chez nous. Vous avez une entreprise qui, du point de vue du propriétaire, n'est pas rentable. Il veut la vendre à un exploitant international. Il veut abandonner le Made in France de Duralex pour produire des verres Duralex en Roumanie. Que disent les travailleurs? Nous sommes capables de l'acheter. Comment va Duralex aujourd'hui? Les travailleurs ont acheté Duralex. Donc malheureusement, c'est une mesure de responsabilité. Malheureusement, il n'y a aucun rapport. Mais comment ça, il n'y a aucun rapport entre du sucre identique et substituable et des verres qui ont une marque qui sont différents. C'est comme les sachets de thé, je crois que c'était Lipton ou Éléphant, je ne sais plus lequel des deux a été repris par ses salariés. Ça, je suis convaincu que ça peut fonctionner et qu'effectivement, on peut sortir d'une course au profit actionnarial. Est plus cher produit en France que produit en Roumanie, on est d'accord là-dessus. Dieu merci. Donc, et il est différent. Et vous achetez un verre Duralex. Quand vous achetez du sucre, je ne suis pas sûr que vous sachiez d'où vient la betterave. Ça, c'est notre responsabilité, les AOP, les AOC, et on en revient à la responsabilité des individus, qui est ma conviction. Édouard Roblot, sur ce point, on serait d'accord. Parce que les individus doivent passer de l'envie au besoin. Donc ça, on est d'accord. Troisième sujet, je vous propose de savoir que penser de cette mesure qui nous invite donc à ne plus fumer sur les plages. La cigarette bannie à la plage et au parc, mais pas en terrasse quand même. Sous un abribus devant un lycée aussi, c'est interdit. Cela donc devient officiel partout en France, une interdiction qui vise à protéger les enfants, qui ne concerne pas, comme je le disais, donc les terrasses de café ou les restaurants au grand dam des associations anti-tabac. C'est une promesse de 2023 qui a été annoncée donc fin mai par Catherine Vautrin. Mesure actée dans un décret au journal officiel qui entre en vigueur donc, qui vient d'entrer en vigueur et qui s'applique notamment aux plages pendant la saison balnéaire. Alors s'agit-il d'un renoncement supplémentaire ? Et auquel cas il serait inéluctable. Et pourquoi serait-il inéluctable? Est-ce qu'il s'inscrit dans un mouvement, une tendance plus longue qui nous appelle à revoir nos comportements? Samuel Gebowski et Édouard Roblot. Samuel, a-t-on besoin de fumer? Non. Est-ce que des gens ont envie de fumer? Oui.
Bon, revenons aux besoins. Et de manière très simple, aujourd'hui, on a décidé, en termes de santé publique, de prendre des mesures peut-être illibérales pour certains. En tout cas, pour moi, elles sont responsables. On a matraqué l'industrie du tabac de manière délibérée en augmentant les taxes pour rendre le paquet inaccessible. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens fument de moins en moins. Voilà. Et vous allez sauver des générations avec la réduction de l'activité du tabagisme, alors que pourtant, on aurait pu considérer cette activité toxique comme une liberté. Ben non, on a considéré en responsabilité qu'il y avait du tabagisme passif. En plus, je parle en connaissance de cause, puisqu'avant que le tabac avant la loi E20 soit interdit dans les restaurants, j'ai été 7 fois hospitalisé avant mes 11 ans, parce que je suis asthmatique de haut niveau, à cause du tabac autour de moi. Et donc, je suis un enfant en plus qui a grandi de cette mesure-là. C'est-à-dire, j'ai vu la différence, même dans le train, de plus passer à Necker. Et je vois les conséquences aujourd'hui de la réduction du tabac sur la santé des gens. Fumer à la plage, mais quelle idée, franchement, à un moment donné, bien sûr que cette mesure, elle est salutaire. C'est pas porter atteinte aux libertés que de dire vous allez arrêter de faire quelque chose de dangereux en public avec des enfants, en mettant des mégots qui vont rester des millions d'années dans le sable, parce que la durée d'un mégot, on le sait, ça ne se compte même pas en génération. Pour mesurer la génération de personnes qui vont voir ce mégot, vous alignez des fourmis le long de la tour Eiffel, du pied jusqu'à son sommet, vous comptez le nombre de fourmis et vous avez le nombre de générations où le mégot va disparaître. Donc oui, interdire de fumer sur une plage, c'est quand même pas une mesure liberticide. Édouard Roblot. Moi, je ne suis pas forcément favorable à prendre le sujet par cet angle, parce que je pense que... je suis convaincu qu'on ne fait pas avancer le débat par excès, par accumulation de micro-normes et par petits pas. Hélas, pour moi, c'est vraiment encore une micro-norme qu'on vient ajouter. Et sur le tabac, je pense qu'il faut soit assumer une interdiction, quitte à lui donner une échéance de temps, peut-être à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, peut-être pas du jour au lendemain. Ça, pourquoi pas? Soit on l'autorise, et dans ce cas, à mon avis, le sujet de la plage se pose. Et en fait, ce qui m'exaspère là-dedans, c'est qu'on essaie de faire le buzz de l'été, concrètement, en interdisant la cigarette sur la plage, mais on n'essaie pas forcément de lutter contre le tabagisme. J'en veux pour preuve qu'on n'interdit pas du tout la cigarette sur les terrasses de café, où les gens sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus statiques. Donc, je pense que... En fait, j'ai un mauvais souvenir. Je vais vous dire, j'ai un mauvais souvenir du Covid, des attestations sans fin qui se complexifiaient chaque semaine un peu plus. Et là, exactement, la norme qui est proposée dit qu'on va interdire de fumer dans un périmètre de 10 mètres autour des parcs, jardins, plages, écoles, points de rencontre des enfants, etc. C'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire que concrètement, on va mettre des fonctionnaires pour aller mesurer ces 10 mètres partout. On va mettre des petits panneaux. On va mettre ensuite des amendes, on va les contrôler, etc. Après, on s'étonne qu'il y ait besoin de beaucoup de fonctionnaires. Mais concrètement, moi, je pense que là, on suradministre. Je pense qu'on suradministre pour nous protéger. Par contre, et qu'il y a un peu de mauvaise foi, parce qu'on épargne les terrasses de café, par exemple, qui sont, à mon sens, plus prioritaires que la plage. Même si seulement le besoin de fonctionnaires dépendait des interdictions de cigarettes, franchement, la vie serait plus belle. Allez, dernière réflexion, on est obligé de se quitter malheureusement. Je pense que, alors ça, c'est un autre débat qu'il y a en avoir, mais je pense que c'est assez typique du besoin de normes qu'on se crée, et derrière, il y a des fonctionnaires qui l'exécutent. Et moi, j'ai été en autorisation administrative indépendante, et vraiment, le boulot d'un fonctionnaire, et il est beau, c'est de respecter la loi et c'est de la faire appliquer. Et le problème, c'est que ce boulot, aujourd'hui, il croule sous une multitude de normes et je suis convaincu qu'il faut supprimer la norme plutôt que les fonctionnaires. Merci beaucoup à tous les deux. On est obligé de s'arrêter, mais on reprendra ce débat, cet échange. Samuel Gibowski et Édouard Roblot, que je remercie d'avoir participé à ce débat. Bonjour Melchior Gormand.